Le poète est Nebleroi tyrannique, espoir caduc qui s'abandonne au murmure du vent. Le poète est Lapis lazuli, le silence et la nuit noire, la vague intrigante. Juste avant que ne meurent tous les possibles du monde. Ne plus savoir, même entre chien et loup, accueillir la nuit qui s'annonce. La nouvelle lune portera ce soir le goût amer des formes insensées, sans plus de veines, sans plus de sang. De l'inutile à redessiner sur quelques feuilles de papier de soie. Ne plus se souvenir. Par quel miracle les photos de famille tiennent-elles encore sur les pages de l'album jauni? Les photos de famille tiennent-elles encore temps à être contemplées? Plus comprendre. L'attrapeur de nuages ne capture plus que de mauvais rêves, de ces monstres qui viennent manger jusqu'à ces dernières amarres. C'était un homme à qui il manquait des mots simples. C'était un homme au dictionnaire maladif. En te lisant, je suis surpris par le regard du narrateur, par cette imagination presque débordante, sorte d'une perspicacité du regard, de la vie, de ces petits moments, de tout ce qui fait la vie d'une personne, de tout ce qui préoccupe vraiment le fond d'une personne. En lisant La Faille, au commencement, j'ai vu comme un prologue dans la première nouvelle. Et je retiens cette phrase: je m'attache un instant au cri de la mouette. C'est comme la phrase résume un peu tout le dénouement éventuel. C'est un peu la nature qui se moque de l'humain, qui a tant à lui dire, mais l'humain de son côté qui est un peu vexé de cette parole, de cette expression qui vient de la nature, ou bien qui vient qui est hors de lui. On n'est pas pour autant dans l'absurde, mais dans un soupçon d'un appel de l'au-delà. Il y a comme un mystère qui plane déjà, une recherche, une brèche, et d'où le titre La Faille. Dans la première nouvelle même, donc devant la contemplation de la mer, devant l'immensité de la mer, devant la profondeur de la mer. Mais ce que tu dis par rapport à la nature, en tout cas, c'est assez juste. Moi, j'ai un rapport très marqué à la spiritualité, mais qui ne s'exprime pas forcément en allant prier tous les dimanches, mais effectivement en tout cas dans le merveilleux de la nature, de ce qu'elle exprime, et justement dans le fait d'être tout petit par rapport à ça. Tous les matins, je me lève en remerciant pour le lever de soleil, par exemple, que je vois de ma fenêtre, et tout ce rapport-là au monde, je trouve qu'on l'a beaucoup perdu, et pour moi, c'est un peu ce qui donne une raison de vivre. Et donc La Faille, parce que La Faille et donc la nature a un rapport aussi avec le divin, effectivement, et le divin qui s'exprime, la manière la plus simple d'appréhender Dieu, pour moi c'est de regarder la mer, ou de regarder une forêt. Mais aussi un peu l'opposé, un peu l'ironie. Il y a cette parole que je trouve peut-être un écho à Nietzsche, un écho moqueur, ni Dieu ni maître, que je retrouve dans une de tes nouvelles. Phrase qui ne cesse de nous interroger, nous lecteurs, comme en arrière-fond. C'est comme un cri qui est là, qu'on entend mais un peu étouffé, comme le cri justement encore de la mouette
qui nous dérange un peu, qui nous sort de notre contemplation, de cette, entre guillemets, mi-extase, mi-communion avec la mer, avec la nature. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de second degré aussi, mais c'est un peu une provocation aussi, c'est-à-dire que souvent ces personnages sont pris dans un conflit intérieur, dans toutes les nouvelles, qu'elles soient pour des raisons d'une rupture amoureuse ou par rapport à leur âge ou différentes choses, et c'est une manière voilà, quand la nature se moque d'eux, et ben moi je me moque aussi un peu d'eux. Moi je pense que le salut, si on parlait en termes théologiques, ça vient vraiment du fait d'apprendre à être humble et d'apprendre l'autodérision. Donc après, moi je me suis questionnée aussi, parce que la faille c'est celle qui est en moi, c'est celle qui est dans les gens que j'ai pu observer, et c'est souvent les gens qui avaient des failles, c'était toujours les gens les plus touchants en fait. Parce qu'on est comme ça, on est à la fois des gens qui essayent d'accéder au divin, et en même temps des gens très très faillibles et très 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 humains, quoi. Donc après, comment on résout ce problème de la faille? Ben moi je pense justement par une espèce d'acceptation et de tendre toujours au mieux, tout en sachant rire du fait qu'on ne soit toujours que des humains, quoi. Si je peux te lire dans la nouvelle qui s'intitule C'est assez, tu dis moi, toujours est-il qu'avec ma devise, selon la formule consacrée, ni Dieu ni maître, il ne me reste plus grand-chose, plus que le vide immense à l'intérieur. C'est pour cela que nous nous aimons tant, la mère et moi, la solitude, l'absence sans cesse renouvelée. Derrière cet appel, cette recherche, il y a aussi un vide. Il y a comme un miroir qui joue le vide au fond de soi. Et ce vide, on va le ressentir tout au long du recueil. C'est un peu, ce que moi j'ai ressenti, c'est un peu le portrait de l'homme moderne, qui s'est vidé de toute attache, et d'où cette parole à la couleur nietzschéenne, un peu l'homme moderne qui tombe du vide et dans le vertige. Et le vertige, c'est un mot que tu vas reprendre de temps à autre. C'est un vertige du vide, vide au fond de soi, vide de soi. C'est un vertige, paradoxalement, qui appelle. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, tu sais beaucoup mieux lire que moi, parce que moi je sais mieux l'écrire, mais c'est exactement ça. Moi je me questionne beaucoup justement sur ce vide. Je l'ai observé chez beaucoup de mes contemporains, je l'observe à l'intérieur de moi aussi, et donc c'était tout un questionnement, et moi-même au fur et à mesure du recueil, j'ai essayé de résoudre cette question: qu'est-ce qui fait ce vide, et qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse continuer à vivre avec ce vide qui, je pense, fait partie intégrante de nous. Sinon, les grands philosophes ou les religions auraient résolu le problème depuis longtemps, et plus personne souffrirait de ce vide. Or, on a toujours souffert, mais je pense plus particulièrement à l'heure actuelle. Et c'était une manière de me questionner. Moi, je n'avais pas forcément de réponse en commençant l'écriture du recueil. Après, moi, dans la dernière nouvelle où un couple se forme, pendant un temps, le vide est un peu annihilé, ou la souffrance, par ce couple et par cet échange de chaleur humaine. Et moi je pense que la solution par rapport au vide, ou la solution en tout cas, une des manières de transcender le vide, c'est justement la fraternité en fait. Pour moi c'est l'une des réponses, quoi. C'est que quand on se sent interreliés les uns aux autres, et qu'on se préoccupe des autres, qu'on se sent interreliés à la nature, le vide... le vide est nettement moins présent. Et justement, tu dis, il faut se mouiller, prendre l'eau, laisser se remplir. Et je te lis encore, toujours on est dans la première nouvelle, qui s'intitule C'est assez. Et d'ailleurs, le titre est très, très parlant. Que tu dis à la page 11, cet homme qui me tend ses deux souliers bruns en m'expliquant qu'il avait peur qu'il ne se mouille, cet homme peut-il ne pas avoir remarqué d'un seul regard que tout, absolument tout chez moi prend l'eau, alors que les chaussures... ... Le pauvre, il n'a vraiment pas l'air de bien savoir qu'en faire. C'est un peu l'ouverture et une indication d'une certaine voie
par derrière tout ça. Oui, complètement. Alors après, mon écriture, elle est toujours en oblique, c'est-à-dire que je pense que je suis pas là pour moraliser les gens. Tu vois, ceux qui ont envie de prendre quelque chose là-dedans le comprennent, mais je vais pas dire, voilà, si tout le monde était plus humain, tout le monde était plus fraternel, ça irait beaucoup mieux. Je trouve que c'est pas comme ça. J'amène juste par rapport à ce que j'observe voilà, j'observe des choses, je les rends forcément à ma manière, avec ma sensibilité, avec mon angle de vue, et je les propose aux gens. Voilà, et je leur propose de voir ce qu'il y a derrière aussi. Voilà, mais ça sera jamais de manière très 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 directe, parce que je pense que c'est pas l'intérêt, quoi, et que ça va beaucoup moins fonctionner, quoi. D'ailleurs, je trouve que on dit toujours dans la société actuelle faire passer un message, et je trouve que ça a un côté violent des fois. Pour moi, euh, on n'assène pas un message comme ça, un message ou un apprentissage ou une découverte, ça doit mûrir, quoi. C'est un peu, j'appellerais ça les rivières souterraines. Mais encore là, je suis frappé par la présence même du présent, c'est-à-dire le moment vécu. Et je ressens dans ton écriture comme un présent balbutiant, instable, une sorte qui cache une angoisse de l'existence. Et encore là, j'entends encore cet appel de Nietzsche par derrière. C'est comme chaque personnage tente de frayer un chemin, mais dans un certain mal de vivre. Effectivement, mais c'est quasiment dans tout le livre aussi, c'est des gens seuls, en fait, à la base, en tout cas au début des histoires. Et quand tu dis que c'est une critique par rapport à la société, encore une fois, moi je faisais vraiment l'apologie des failles dans ce livre, parce que justement j'en peux plus de voir une société où il faut avoir plein d'argent, être parfait, être surhumain presque, mais surhumain dans le sens de la productivité, dans le sens du rapport de force les uns avec les autres, du jugement, de la compétitivité. Et non, c'est pas là. Moi, je pense que le vide existentiel, à partir du moment où quelqu'un pose un regard sur toi, il est déjà moins présent. Et je pense que tout le monde l'a, et que c'est un des grands leurres de la société actuelle d'essayer de le combler en achetant une voiture. Alors oui, ça va durer 5 minutes, et après, je pense que ça fait partie de l'être humain et qu'il faut l'accepter. Et que tant qu'on l'a pas accepté, c'est une fuite en avant. On retrouve encore le vide dans les bons points. Et là, tu vas dire, le vertige l'accompagne. Donc c'est un vide avec vertige. Et tu dis, c'est important de fixer mon attention quelque part, n'importe où. Et moi, je lis ces phrases comme cette recherche de... Tu le dis pas, mais cette recherche d'une voix. C'est l'institutrice qui oublie l'enfant, qui semble être perdue devant quelque chose d'originaire. Et tout de suite, tu diras, quand l'angoisse devient trop forte et qu'elle me prend. Donc c'est tout ce thème qui se mélange, et je vois ce regard surréaliste sur le monde, en même temps que c'est une recherche au fond de soi, et l'écoute d'une parole au fond de soi. Je suis pas sûre justement que ce soit... Enfin, je sais pas si surréaliste est le terme que j'aurais employé, parce que moi, tous les exemples à partir desquels j'ai construit mes nouvelles sont des exemples très très concrets, quoi. C'est parti vraiment de toutes petites choses. C'est parti justement d'un moment de vide où j'étais dehors et où je shootais dans des marrons, je tapais dedans pour m'occuper, et j'ai vu le marron qui se fondait en deux, et je me suis dit tiens, là il y a une faille. Enfin, je sais pas, moi je pense que c'est vraiment des choses concrètes, quoi, qui m'amènent à aller au-delà, en fait. Donc le côté surréaliste, je sais pas, pour moi ça serait peut-être surréaliste s'il y avait des choses absurdes ou improbables, ou alors que... Je dis surréaliste parce que je rencontre, par exemple dans Orange Amer, si je te dis encore, tu vas dire en moi le sentiment fugace que c'était justement dans ces quelques millimètres en moi que je me trouvais, là où se rejoignait le vide et l'absence. C'est un regard qui a du mal à se poser parfois également. C'est un regard qui cherche l'objet de sa contemplation. Oui, complètement, c'est un regard qui cherche, oui. Et tu vas dire encore, sinon je ne vois pas très bien ce qui pourrait encore nous sauver. Je sens une note très pessimiste, d'autant plus que la nouvelle qui va suivre, qui s'intitule Fragment, c'est un peu la fragmentation même du personnage
de la vie moderne, de l'homme moderne, l'homme morcelé un peu. Le monde est comme ici un bruit, comme un obstacle devant une évidence. Donc ici on a l'impression que oui, je sais ce que je dois regarder, j'arrive pas à le contempler vraiment, parce qu'il y a des bruits devant moi, des obstacles. Oui, ça je pense que c'est l'une des grandes réalités, quoi. Mais encore une fois, ça renvoie vraiment à la société. Il y a tellement de bruit partout, le bruit. Juste après avoir écrit ce recueil, je suis partie sur les chemins de Compostelle. Ce qui m'a marqué quand je suis revenue, c'est le bruit. Le bruit, la sollicitation à outrance des sens. Donc oui, c'est difficile de pouvoir encore être contemplatif à l'heure actuelle et de pouvoir fixer son attention. D'ailleurs, je dis un peu des évidences, puisqu'il y a des quantités d'articles qui ont été faits là-dessus. Ma réponse à moi, c'est vraiment de revenir à des choses vraiment simples. Voilà. Après, est-ce que c'est peut-être plus noir alors que je l'aurais voulu. Disons que moi, en l'écrivant, comment te dire, il y avait vachement pour moi de tendresse dans les failles des personnages que j'écrivais, en fait. Et peut-être que cette tendresse, toi, tu l'as pas ressentie en le lisant, mais pour moi, il y a... Voilà, c'est... Parce que justement, je trouve que c'est des humains, c'est pas encore des machines, quoi, et même un ordinateur est faillible. Enfin, moi, je l'ai ressenti plus quand tu vas parler à la fin, et je voudrais en revenir éventuellement, là où tu vas parler des vieux dans ce monde. Et je retrouve ça encore dans tes poèmes. Pour revenir à la nouvelle qui s'intitule Fragment, je vois l'image que tu as dessinée très, très saisissant. C'est l'image d'un bol qui est en éclat. Tu dis déposer le bol doucement pour ne pas briser l'instant du désir, juste avant de laisser tomber la serviette de faille rouge qui le masquait encore. Cette peur devant le bol qui va s'écraser, qui va voler en éclats, je sens plutôt toujours cette appréhension d'un futur ou de quelque chose qui est déjà là, mais qu'on ne sait pas encore. On est déjà brisé, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on cherche maintenant, c'est récupérer les bris par terre, et la seule façon de récupérer ça, c'est justement d'entendre cet appel. Mais un appel, c'est un peu flou dans ton écriture. Un appel, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On l'entend, mais de loin. Il y a une ouverture, il y a la faille justement. Faille qui peut être dramatique, mais qui peut être aussi une porte de sortie. Faille quelque part, mais on cherche toujours la faille. On cherche toujours cette sortie honorable. Oui, c'est ça exactement. Je pense honorable. Et je pense qu'effectivement, mes personnages ont besoin de retrouver de la faille à l'extérieur d'eux-mêmes, ou en tout cas que ce soit voilà, dans un marron, dans un bol, dans un petit bonhomme troué à la perforatrice, pour justement trouver une porte de sortie, ou en tout cas se dire qu'ils ne sont pas les seuls, qu'ils sont pas seuls à avoir des failles, et que donc il y a une porte de sortie quelque part. Après, pour en revenir à Fragment, moi c'est vraiment une nouvelle que j'ai écrite par rapport au désir homme-femme et par rapport au désir sexuel, en fait. Mon personnage, qui est en l'occurrence un personnage féminin, je l'ai conçu comme elle attablée à une table avec son bol de thé, et qui à partir de ce bol envisage l'altération possible si elle cède à son désir, quoi. L'altération de l'autre, avec les conséquences que ça peut avoir, avec le fait de pouvoir être déçu, d'être dérangé, d'évoluer, enfin toutes les conséquences possibles. Et effectivement, le désir peut aussi avoir ce côté-là. Est-ce que j'ai envie d'être dérangé par l'autre, par mon propre désir, etc., etc. Où cela va-t-il m'entraîner, où cela va-t-il m'amener? Je sens justement le désir comme le sentiment humain, comme la compassion humaine, indirectement comme finalement l'appel. Et là, je regarde ce que tu dis par rapport aux vieux dans nos sociétés, qui est un peu
l'homme même qui disparaît. Et encore, je peux pas m'interdire de ne pas te citer ici. Et tu dis, c'est quand même un drôle d'espèce, les vieux, en voie de disparition, forcément. Mais pas en voie d'extinction, visiblement. Pas du tout. Soudain, c'est un optimisme par rapport à tout ça, à cette angoisse qui planait au commencement. C'est un optimisme qui fait contraste avec cette vision pessimiste que entre guillemets, qu'ont s'incarner. Effectivement, mais je pense que moi j'aime beaucoup les personnes âgées et j'ai travaillé avec eux, donc forcément ça revient, je pense, comme un thème récurrent. Mais peut-être que justement c'est là où se trouve l'optimisme parce qu'ils n'ont plus rien à prouver et que du coup la notion de réussite ou d'échec d'une vie, je pense que on n'en est plus forcément là passé un certain âge, à moins qu'on soit vraiment pas en paix avec le fait de vieillir, etc. Mais je pense que justement là on accède à d'autres choses et à un côté plus justement contemplatif, à des choses qui sont dans l'accueil du moment présent là justement, parce qu'on ne sait pas s'il y aura un lendemain. Et que du coup c'est là qu'on peut peut-être vraiment s'incarner, quoi. Des fois je vois des jeunes qui sont en souffrance, qui essayent, voilà, tu travailles pour avoir une maison pour plus tard, quoi. Et finalement il faut attendre d'avoir 70 ou 80 ans pour ne plus attendre. Et tu dis, à la maison de retraite, on se repose de quoi? Je vous le demande. On se repose de la vie, sans doute. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est aussi un côté très très ironique par rapport aux maisons de retraite, parce que c'est souvent encore malheureusement des endroits où il y a plus beaucoup de vie. Donc c'est un peu pour ça, pour moi c'était comme si c'était un endroit un peu coupé du monde, où on parquait les personnes âgées comme on peut parquer les malades dans des hôpitaux. Et ça me dérange un peu. Enfin, le rapport à la déchéance, ce serait pas le mot déchéance, ça serait le mot qu'on emploierait peut-être dans une logique comme capitaliste ou sociétale. Moi je dirais par rapport comment dire ça, à l'altération, voilà. À l'altération, on supporte pas tout ce qui est malade, tout ce qui est vieillissant, tout ce qui nous rappelle justement à notre pauvre humanité, pauvre ou merveilleuse. C'est un peu ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que ces gens-là, ils sont peut-être beaucoup plus, en tout cas ces personnes âgées, beaucoup plus dans un rapport distancié par rapport au monde et peut-être plus juste. Il y a plus d'ego. Voilà, je pense que si je pourrais résumer aussi, je pense que le principal problème actuellement, c'est l'ego. Voilà, je cherchais le mot depuis le début de notre entretien, mais c'est l'ego. Je pense que l'ego est l'un des principaux masques à beaucoup de choses. Je peux t'interroger, c'est-à-dire l'ego dans quel sens? L'ego dans le sens, je ne fais pas les choses pour moi-même et pour mon plaisir, mais je fais des choses pour prouver aux autres que je suis meilleure, que j'ai une place, que voilà. L'ego qui est dans une dualité par rapport à ce qui est extérieur à soi. Alors que pour moi, il y a aussi un ego positif qui nous permet, voilà, d'être une individualité, d'entreprendre, mais justement, je pense que des fois, il aurait intérêt aussi à ce qu'il se taise, quoi, parce que c'est aussi au moment où il se tait qu'on peut accueillir l'autre, quoi. Quand je lisais le recueil de poèmes qui s'intitule « Les poètes sont le reflet des poches d'étoiles sous leurs yeux », et quand je lis « Dommage du gommage »,
Donc je retrouve encore ce regard compatissant envers les vieux, et je sais pas s'il faut que je lise ce poème-là avec un café bien serré. Donc je vois encore cette présence des vieux qui, à mon sens, indiquent cette humanité qui s'en va. Il ne s'agit pas d'en parler comme une extinction. C'est cette présence des gens qui ont des choses à nous dire. Et il y a une certaine sagesse, et du coup là je sens cet appel philosophique qui m'amène donc sur un autre aspect de tes écrits. Et quand j'avais lu dans le deuxième recueil de poèmes qui s'intitule, et j'aime très bien le titre, J'aime la sagesse des jours pairs, la folie des jours impairs, tu avais un poème qui s'intitule Question existentielle, où tu mentionnes précisément est-ce que les philosophes ont une réponse à donner. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je pense que quand on voit l'illustration, mais pour ça il faut ouvrir le livre, je pense que ma réponse, elle est donnée. Je pense que la philosophie peut probablement apporter une réponse pour certaines personnes, j'en suis persuadée. Moi, ma réponse, je ne l'ai jamais trouvée dans l'intellect de toute manière. Je l'ai toujours trouvée en observant, en me posant une terrasse de café. J'ai souvent eu plus de réponses à mes questions qu'en ouvrant un livre de philosophie. Voilà. Donc moi, ça part vraiment on va dire, des émotions, du ventre. Je suis pas du tout, je suis pas une intellectuelle, ça c'est clair, et je pense que ma littérature ou mes écrits ne le seront jamais. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que si les philosophes avaient résolu la question, on n'aurait pas encore des failles en nous. Je préfère, comment dire ça, je suis plus dans l'expérience et je vais plus apprendre en observant mes contemporains, voilà, qu'en ouvrant un livre de philo, ça c'est sûr pour moi. Donc pour moi c'est pas une solution, puisque toutes mes réponses à moi elles renvoient toujours et elles reviennent toujours au partage et à l'humanité, au fait d'être capable de s'émerveiller de ce que l'autre fait, d'accueillir ce que l'autre fait, plutôt que justement, comme je te disais, d'être dans un rapport, est-ce qu'il fait mieux ou moins bien que moi. Je pense que voilà, des fois la meilleure des solutions pour écrire ou pour peindre, c'est pareil, c'est de se taire à l'intérieur, se taire tout court et d'observer. Et c'est quelque chose que j'expérimente souvent, parce que pour moi l'amour ça passe par le silence à un certain moment. Ça on le sent dans Bala Blanc. Là, il y a deux êtres qui se rencontrent, qui n'ont rien à offrir, comme tu dis, et qui sont justement à la dérive. Moi, je retrouve toujours ce fil des gens qui se cherchent dans la vie, et une vie quasi absurde, pour ne pas dire absurde. C'est un peu le portrait de nous, de l'homme moderne, qui est un peu perdu dans ce monde. Mais dans cette dérive, il y a comme une interruption, et c'était celle de la musique. Une musique avait un refrain, Alléluia. C'est-à-dire une musique qui porte un espoir, mais aussi qui porte un appel. Donc après avoir cheminé tout le long du recueil, donc je retrouve ce fil conducteur. Donc cette position quasi absurde, cet appel, mais l'appel comme une interruption dans la vie de ces deux personnages qui écoutent cette musique et qui, pendant un moment, arrivent à un certain transport de leur être, à une certaine extase, je dirais, ou à un certain sens de la vie. Donc c'est un peu le contraire de l'absurde ici. C'est là où tout se remet en ordre. Là, il n'y a plus de failles possibles. Mais parce que justement, ils ont su se taire à ce moment-là. Et donc effectivement, ils ont pu entendre ce refrain, ils ont pu entendre Alléluia. Et je pense pas que c'est... Bien sûr qu'il y a une quête dans l'existence de trouver sa place, mais souvent, en fait, sa place, elle nous est donnée, en fait. Pour moi, si on est sur cette terre, c'est qu'on a une raison d'être, et que plutôt que de passer son temps à chercher où on doit être, et ben juste
je sais pas, remercier pour les gens qu'on rencontre, remercier pour le soleil comme aujourd'hui, voilà, et que après les choses elles se font, qu'il faut juste savoir à un certain moment se taire. Moi je le vis aussi par exemple dans mon travail artistique, ça m'arrive d'avoir des doutes, est-ce que ce que je vais faire ça va plaire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur. Je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps en peignant le portrait d'une vieille femme encore, suite à mon pèlerinage à Compostelle. Et je me disais, mais est-ce que je vais réussir à faire ce tableau? Et donc c'était l'angoisse exactement. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais tu réussiras à peindre cette femme quand tu arriveras à l'aimer suffisamment. Et donc je l'ai observée, plutôt que d'observer mon angoisse ou ma peur de faire bien ou mal. Et après, je suis arrivée à la peindre. C'est de cette façon-là qu'il faut te lire également, c'est-à-dire en ouvrant son cœur au personnage qu'on rencontre. Ouais, je souhaite, en tout cas, je souhaite que tout ce que tu as pu dire sur ce recueil soit perçu par d'autres gens, et j'espère aussi qu'ils se diront, qu'ils riront de leur humanité, voilà, parce que c'est aussi un peu, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment réfléchi à la phrase de fin, c'est que la vie elle est belle et absurde, ou absurde et belle, donc ça veut dire tout dépend comment tu regardes ta vie, voilà, je pense que c'est vraiment une question de regard, et qu'on en est tous là, et voilà, de se dire, bah ouais, en fait, je suis juste terriblement humain, et c'est ça qui est bien. Enfin, moi, je voudrais pas que les gens y ressortent complètement déprimés, et je voudrais pas alimenter les cabinets de psychiatres avec mon recueil, tu vois, c'est pas du tout le but. Au contraire, c'est juste de s'accepter et de se dire, bah oui, mais oui, on a tous des failles, en fait, quoi. Et quand même, on a quelque chose à offrir. Et quand même, on a quelque chose à offrir, ouais. Et on a un chemin ensemble à faire. Voilà, exactement. Enfin, pour moi, ça passe par la fraternité, ouais. On a un chemin ensemble à faire. Tu dis dans le premier recueil, que j'aime beaucoup, les poètes sont le reflet des poches d'étoiles sur leurs yeux. Par quel miracle les photos de famille tiennent-elles encore sur les pages de l'album jauni? Les photos de famille tiennent-elles encore? Quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite fait le lien avec impression au format standard, donc la nouvelle de La Faille. Et là où tu sembles te prendre à la littérature tout court. Tu fais le procès des mots, la parole elle-même. Et tu dis, page 47 dans La Faille, tu dis, et puis un jour les mots ne protégeaient même plus de toute la vacuité du monde, tel le dictionnaire bien rangé sur l'étagère et qui a amassé de la poussière. Le personnage du roman, de la nouvelle, qui est aussi le personnage de la réalité, ou inversement. Donc c'est pourquoi tout à l'heure là, je te parlais du surréalisme. C'est un peu... au commencement, on s'accrochait aux mots pour se retrouver dans ce vide, dans cette quasi-angoisse. Mais soudain, tu enlèves ça aussi. Hein, tu enlèves ces repères que nous avions. Et soudain, c'est le vide total. Et là, je pense que c'est un moment fort de tes écrits, hein, où tout est secoué. Et on a l'impression que même maintenant, la littérature est partie en éclats, en morceaux. C'était pas seulement le bol, le café, la tasse de thé. Mais je pense qu'à un certain moment, dans n'importe quel processus d'écriture, en tout cas sur la longueur, il y a un moment où tout part en morceaux, en fait. Il y a un moment où le fait même d'écrire fait que toutes tes certitudes, tu peux imaginer ce que ça va t'apporter, tu peux imaginer ce que tu vas vouloir dire, mais je pense que ça devient vraiment, vraiment prenant, et que tu es vraiment dans ce que tu es en train de faire quand justement tes certitudes elles volent en éclats, et que finalement même toi, tu finis par à un certain moment plus savoir où tu vas, tu es obligé de te repositionner par rapport à tes écrits, à pourquoi tu les fais, par rapport au monde. Moi, je trouve que c'est très très violent l'acte d'écriture. Il y a un écrivain, alors je ne sais plus son nom, mais je le cite, qui disait pour écrire, il faut énormément d'humilité, d'amour et de courage. Et je pense qu'il faut effectivement énormément de courage pour écrire. Parce que justement, je pense que quand tu commences à écrire et à regarder le monde, tu peux plus avoir de certitude absolue.
Parce que ta vérité ne sera pas forcément celle de la personne qu'elle aura en face, et ça ne sera pas moins juste. Ça, la vérité de l'autre ne sera pas moins juste que la tienne. Donc oui, après il se pose la question d'à quoi on se raccroche, oui. Tu dis également que malheureusement, souvent, il est déjà trop tard depuis longtemps. Trop tard pour aimer l'autre, trop tard pour aimer soi-même, ou pour retrouver la faille en soi. Est-ce un constat ou une mise en garde? Non, c'est pas un constat parce que moi je pense il y a toujours une possibilité de salut ou de rédemption. D'ailleurs, c'est le thème de mon futur roman, la rédemption en fait. La... Non, je pense qu'il est jamais trop tard, mais oui, c'est une mise en garde. Mais c'est surtout une mise en garde par rapport au fait d'avoir une délicatesse par rapport à soi-même, par rapport au monde et par rapport aux autres. C'est-à-dire que il faut réfléchir quoi, à ce qu'on fait. Parce que oui, après il peut être trop tard quoi, et que voilà, il faut faire attention à ce qui nous entoure, à tout ça. Et quand tu parlais des mots tout à l'heure, moi je reviens là-dessus parce que quand je dis que les mots servent plus forcément à grand chose, c'est parce qu'ils sont aussi très très mal employés. Moi, j'ai un gros problème avec les personnes qui emploient les mots n'importe comment, avec les gens qui parlent pour ne rien dire, ou avec les promesses non tenues, avec ce genre de choses. Et j'ai un vrai problème parce que pour moi, les mots c'est un engagement et que si on les utilise alors qu'ils n'ont pas lieu d'être, et ben après, oui, ils perdent leur sens. J'ai rencontré la musique dans tes écrits. J'ai rencontré l'art comme c'est par-delà tes poèmes. D'ailleurs, quand tu vas décrire la mer, c'est presque une peinture. C'est l'art, c'est ça, ça reste une de mes grandes questions. Qu'est-ce que c'est d'un point de vue purement égoïste pour moi, c'est une manière d'accéder à la transcendance. Ça, c'est évident, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, il va y avoir mon intellectuel qui parle, oui, je vais construire mes écrits ou mes peintures, etc. Mais il y a un moment où je t'ai dit que tu vas être complètement remise en question tout au fond de ton être. Des fois, ça peut être violent. Tu peux travailler sur des textes qui vont te mettre dans un état, mais voilà, plus pouvoir rien gérer d'autres. Et en même temps, quand tu es dans cet état-là, bah, des fois, il y a des choses qui surviennent et après, tu écris. Mais il y a des choses que j'ai écrites. Je peux pas dire que c'est moi qui les écris. Je peux juste dire que, à la rigueur, que j'ai été un canal, mais ça m'a échappé. Des fois, je vois des choses, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça, mais comment, d'où ça vient donc je pense que beaucoup d'artistes vivent ça. Après, très justement, j'ai entendu il y a pas longtemps à la radio quelqu'un qui disait l'art c'est déprolératiser le monde. Donc c'est-à-dire c'est faire réfléchir les gens aussi, un peu les amener à un autre point de vue, à une autre réflexion sur eux-mêmes, sur le monde dans lequel ils vivent. Est-ce que ça a un sens de vivre comme ça? Moi, c'est vraiment la quête du sens tout au long de ma vie, quel que soit ce que je fasse. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça rend le monde meilleur? Est-ce que j'arrive quand même à faire passer mon admiration pour le monde? C'est un exercice d'admiration aussi, là. En tout cas, le premier pas avant d'aller vers autre chose, d'admiration et de questionnement. C'est-à-dire qu'on peut rendre des choses très 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 belles, parce que pour moi la beauté c'est une forme de justesse. C'est pour ça qu'il y a des personnes magnifiques qui sont pas belles dans le sens purement plastique du terme. Après la justesse, je pense qu'elle peut être différente pour chacun, mais ça après c'est difficile. C'est de l'ordre de l'intuition et de l'ordre du divin plus que d'autres choses, quoi. Tu as été sur le chemin de Compostelle. Tu m'avais montré une série de photos que tu avais prises. Tu peux nous en parler? De Compostelle, ça c'est... Bon, je suis en train d'éditer un ouvrage par rapport à ça. Alors Compostelle, c'est difficile à résumer. On peut pas faire un carnet de route. Moi, ça m'a vraiment... réconcilier
avec le monde. Avec le monde, avec l'humanité, je me suis de nouveau sentie comme faisant partie d'un tout. Je pense qu'il y a le côté mouvement qui joue aussi beaucoup, parce que tu es en mouvement, donc tu es au rythme de la vie. Souvent, à un moment donné, on cesse de vivre, ou on devient angoissé ou triste parce qu'on n'est plus dans un mouvement, alors que la vie ne peut être que mouvement. Mais ça m'a aussi beaucoup appris à aller doucement, en fait, à aller doucement, parce que quand tu marches, tu vas doucement d'un point à l'autre, donc tu observes les choses, et maintenant je peux faire qu'une seule chose à la fois. Voilà, par exemple, je peux plus faire 10 choses en même temps, c'est impossible, c'est incompatible avec le fait justement d'être vraiment présent, quoi, avec le fait juste de respecter voilà le moment qu'on nous offre. Après, ça m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, beaucoup de disponibilité aux gens, et des gens aussi très très disponibles en retour. Et quand je suis revenue ici, je me suis dit, mais tout le monde est dans son appartement, personne n'a jamais le temps pour rien, mais comment moi je vais faire pour avoir le temps pour des choses importantes pour moi, mais finalement pour ce qui est le plus important, c'est-à-dire être présente pour les autres. Et du coup, mon rapport aux choses a beaucoup changé. Que je réussisse ou que je rate selon mes critères à moi, justement, encore une fois, du narcissisme, des choses comme ça, c'est est-ce que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un là? Est-ce que voilà, c'est une distanciation par rapport à soi-même. Voilà, une distanciation et un recul. Un entraînement à l'écoute. Un entraînement à l'écoute aussi beaucoup, ouais. Et une découverte de la vie. D'une autre forme de vie que celle qu'on essaye de nous imposer, quoi. Après, pour le savoir, et je pense que beaucoup d'artistes sont confrontés à ça, c'est une lutte incessante pour pas se laisser rattraper par la vitesse de la société actuelle. Ça demande, tu nages un peu à contre-courant, quoi. Donc même moi, je me pose encore la question, comment nager à contre-courant sans que ça crée des forces opposées, quoi. Voilà, c'est l'idée, quoi. C'est comment est-ce que tu amènes les gens à aussi se calmer, avoir une autre vision des choses. Comment tu peux leur transmettre? Je veux dire, tout le monde ne va pas faire le chemin de Compostelle, donc comment trouver un moyen de transmettre ça aux gens, quoi. Moi, je le fais par l'art. Après, je peux le faire aussi voilà, des fois en disant aux gens, mais doucement, calmez-vous, douceur, quoi. Tu as commencé à écrire depuis très tôt? Oui, j'ai commencé à écrire au CP ou au CE1. Au CE1, je pense. La première chose que je faisais quand j'avais mes bouquins de français, c'était de lire les poésies à voix haute. J'adorais ça. Et un jour, j'ai trouvé une poète qui portait le même prénom que moi. Et je me suis dit, ouais, ça serait bien, je crois que j'aimerais faire ça. Et donc, j'écrivais, je faisais des petits dessins à côté, je le mettais dans des classeurs. Après, il y a eu une longue période où j'ai arrêté parce que j'ai fait mes études, j'ai fait d'autres choses. Et c'est revenu. C'est revenu une fois justement que, ben voilà, j'avais de l'argent, un travail, j'avais tout ce qu'il fallait. Et justement, la vacuité, là, et finalement, moi, la vacuité, je peux la résoudre que comme ça, ma vacuité à moi en écrivant. Est-ce que l'œuvre pèse sur toi? Est-ce que c'est une parole de toi-même qui finalement ne te lâcherait pas prise? Oui, c'est ce que je me suis rendu compte et je ne l'avais pas du tout mesuré avant la sortie de mes premiers recueils. Moi, j'étais vraiment dans la joie de pouvoir avoir un partage et un retour, parce que quand les gens vous disent oui, ça me ressemble, ça me fait du bien de vous lire, ou je m'y retrouve, c'est superbe. Mais ce que je n'avais pas mesuré, c'est qu'il y a je pense qu'il y a une vraie responsabilité quand on
donne des mots, quand on donne des textes à lire, et c'est cette responsabilité-là que j'avais pas forcément mesurée avant, quoi. Et maintenant, elle se pose quand j'écris. Ça a rendu mon travail d'écrivain un peu plus grave parce que se pose la question de la légitimité, au-delà du plaisir qu'on prend soi-même à écrire, qui est une chose, mais on peut prendre du plaisir soi-même à écrire et ne jamais sortir ses livres, par exemple. À partir du moment où on les sort, c'est qu'on estime que voilà, que ça va servir à des gens ou les faire réfléchir ou différentes choses. Et cette responsabilité-là, effectivement, quand on dit que les écrits restent, oui, c'est quelque chose avec lequel je vivrai toute ma vie. Oui, pour moi, il y a une vraie responsabilité dans les mots qu'on prononce, dans le choix des mots et de manière générale. Est-ce que tu penses que ton écriture aura changé? Tu as parlé d'un roman, donc dans ton prochain roman. Elle a déjà changé, forcément elle mûrit avec le travail. Les prochains recueils qui vont sortir seront un peu plus légers, peut-être parce qu'il y a des choses qui ont été lâchées dans la faille. Oui, elle change parce que au fur et à mesure justement qu'on écrit, d'autres portes s'ouvrent et d'autres questionnements s'ouvrent. C'est que tu commences à dérouler un fil et puis en fait tu le déroules toute ta vie. Moi, j'alterne vraiment les sujets plus ludiques et un peu plus faciles, qui sont vraiment de l'ordre de la simple contemplation du simple merveilleux, avec des choses un peu plus graves, parce que si je travaillais que dans le grave, je pense que j'y survivrais pas. Mais oui, effectivement, l'écriture mûrit, surtout la forme. Le fond, je pense que c'est les mêmes questionnements qui nous hantent toute notre vie. J'en suis à peu près persuadée quand même. Et que sinon on arrêterait d'écrire. Et quand tu demandais tout à l'heure, voilà, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que c'est... En fait, pour moi, l'acte même d'écrire, c'est un acte d'espérance, parce que c'est penser qu'on peut aussi se rapprocher des rivières souterraines, comme j'appelle l'âme, ou d'autres choses, de quelqu'un d'autre. Donc on peut encore toucher quelqu'un, on peut encore avoir un partage authentique, une relation authentique avec les gens. Je veux dire, sinon j'écrirais plus. Je sais pas, je pourrais trouver une autre forme artistique que l'écriture. Moi, c'est que je crois encore à une société où le papier, les livres papier existeront encore. De toute manière, je pense que si on crée, c'est parce qu'il y a une forme d'espoir. C'est un peu comme donner naissance à des enfants. Moi, je trouve qu'il faut être vachement courageux à l'heure actuelle pour donner naissance à des enfants. C'est aussi un acte créateur, et c'est pareil. Courageux dans quel sens? Courageux dans le sens où il faut vraiment croire encore au monde dans lequel on vit et se dire que parce que dans quel monde on envoie nos enfants avec tout ce qu'on y trouve etc. Après, moi, je suis aussi persuadée qu'un éveil des consciences reviendra, en fait, qu'on reviendra à des choses plus simples et à plus de fraternité et d'humanité. Je pense que c'est des choses très 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 cycliques dans l'histoire, mais moi je pense que petit à petit quand même les gens commencent à réfléchir un peu autrement. Croyance, lumière pérenne au fond des cieux, et les églises font leurs adieux. À qui de droit? À qui de droit?